Bonjour à tous. On est présent aujourd'hui pour parler de la santé mentale et on va avoir un focus particulier dès maintenant sur les réseaux sociaux et la santé mentale. C'est un sujet qui revient sur la table de manière récurrente. On en parle, on fait beaucoup de sujets dessus, sur Brut aussi. Les politiques s'en saisissent. La santé mentale des jeunes, c'est un sujet qui inquiète. Et c'est vrai que quand on se penche un petit peu sur les chiffres, ça donne un petit peu le vertige et c'est un peu inquiétant. J'en ai choisi deux. En France, c'est 14% des collégiens et 15% des lycéens qui présentent un risque important de dépression selon Santé publique France. Alors, face à ça, il y a une tendance assez forte, c'est d'essayer de trouver un coupable, un responsable. Et il y en a un qui est tout désigné, c'est les réseaux sociaux. On a le sentiment qu'aujourd'hui, ils sont trop présents, trop violents, et qu'ils sont un peu la source de tous les maux des jeunes. Et c'est d'ailleurs en substance la nature d'un tweet d'Emmanuel Macron qui a été publié en début d'année. Et je vais le citer parce que ça va être la base un petit peu de notre réflexion avec vous. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est ce que préconisent les scientifiques, c'est ce que demandent massivement les Français. Parce que le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre, ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois. Parce que leurs rêves ne sauraient être dictés par les algorithmes, parce que nous ne voulons pas de la génération anxieuse, mais d'une génération qui croit en la France, la République et ses valeurs. Au 1er septembre, nos enfants et adolescents seront enfin protégés, j'y veillerai. Alors, je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un besoin de contrôle des réseaux sociaux, mais est-ce que ce n'est pas le coupable idéal et est-ce que ce n'est pas avoir une vision trop simpliste que de les désigner d'emblée? Pour répondre à ça, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Donc, Miel Abitbol, tu es créatrice de contenu et fondatrice de Link, une application qui parle de santé mentale. Et Mathieu Persan, illustrateur et auteur d'un roman graphique intitulé Le Passage, qui raconte la dépression de sa fille avec sensibilité, humour et poésie. Tout d'abord, pour vous lancer un petit peu, j'aimerais que vous me parliez rapidement de votre rapport justement à la santé mentale. Miel, si tu veux commencer. Mais bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai que moi, je suis sur les réseaux depuis assez longtemps. Depuis que j'ai 10 ans, je fais des vidéos YouTube, etc. Alors, j'avais pas forcément le droit, mais j'y étais quand même. Et ça a toujours été un endroit où j'ai pu partager ma vie de façon hyper naturelle. Et c'est vrai que quand j'ai eu 12, 13 ans, j'ai eu des années très compliquées en termes de santé mentale pour des choses liées pas seulement aux réseaux sociaux, hein, par rapport au harcèlement, des agressions, etc. Enfin bref, c'était vraiment chaotique. Et moi, ce que j'ai vécu, je l'ai énormément partagé sur Internet parce que non seulement, du coup, c'était un endroit où je pouvais m'exprimer librement, mais c'était aussi un endroit où je réalisais que j'étais pas seule à vivre ce que je vivais. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, on a vraiment ce sentiment d'être incompris par le monde entier. Et là, c'était tout l'inverse. C'était waouh, en fait, j'ai 3000 personnes qui me disent que eux aussi, ils ont vécu ce que je suis en train de vivre. Et donc, ça fait aussi un peu relativiser. Et on se sent du coup moins seul. Et donc, voilà, j'ai beaucoup utilisé les réseaux. Donc, dans un premier temps un peu pour témoigner de ce que je vivais. Et puis maintenant, j'utilise vraiment pour faire de la prévention, justement, sur tous ces sujets de santé mentale. Parce que du coup, Link, c'est une application, mais aussi une fondation. On fait beaucoup de prévention, du coup, sur tout ce qui touche aux jeunes, aux liens entre les jeunes et les parents, etc. On essaie de donner des conseils, des pistes. Et donc, voilà, aujourd'hui, je fais un bon usage des réseaux sociaux. Merci. Et Mathieu, du coup, par exemple, tu as écrit un livre sur la santé mentale et la dépression de ta fille, je le disais. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le mot réseaux sociaux est totalement absent de ton livre. Et c'était intéressant de le noter. Oui, parce que moi, ma connaissance de la santé mentale, elle était très lacunaire avant que ma fille tombe malade. Et ma fille n'a jamais été sur les réseaux. Je fais partie de cette génération qui est née dans les années 80. On a un peu élevé nos enfants comme dans Retour vers le futur, quoi, en 85. On n'a pas la télé à la maison, on n'a pas forcément les réseaux sociaux, et ça n'a pas empêché de tomber malade. Ça veut bien dire que la cause de tout ça, elle est beaucoup plus vaste. Et trouver un coupable idéal, c'est très simple pour des raisons électoralistes ou autre. En tout cas, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où, comme n'importe quel outil, il y a toujours une phase qui va être très positive, une autre qui ne va pas l'être. En revanche, aujourd'hui, les réseaux peuvent être un outil. Je vais peut-être un peu vite par rapport à ça, au déroulé, mais ils peuvent être un outil positif. Et je le pense parce que ce que vous dites est très vrai. La solitude qui s'empare des enfants qui sont malades, elle est extrême et elle a tendance à encore plus les plonger dans la maladie. Et que les réseaux sociaux peuvent être aussi une part de la solution. Très bien. C'est vrai qu'on anticipe un peu la suite de la discussion, mais si on repart de ce tweet d'Emmanuel Macron et de ce projet de loi qui vise à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans,
on a le sentiment qu'il y a une réponse politique qui est peut-être un peu facile et qui, elle cache toute une réalité qui est bien plus vaste que ça. C'est quoi votre point de vue un petit peu là-dessus ? Bah, c'est vrai que moi, quand j'avais vu ce message-là, j'étais assez choquée parce que du coup, on est à fond sur tous ces sujets-là. On travaille avec des psychiatres, avec des professionnels au quotidien, donc sur tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que par rapport aux réseaux sociaux, bah, la réponse n'est pas forcément de oui, il faut interdire, c'est la meilleure solution, ça réglera les problèmes. Et quand on voit Emmanuel Macron qui dit dès le 1er septembre, tous nos enfants adolescents seront enfin protégés, tu te dis mais waouh, en fait, il résume tous les sujets de santé mentale des jeunes à l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Et donc je trouve ça assez dommage parce que ça envoie un message hyper simpliste en fait à la société de le coupable premier de la mauvaise santé mentale, c'est les réseaux sociaux. Alors que c'est pas forcément le cas. Il y a 50 ans, il y avait plus de suicides qu'aujourd'hui, pourtant les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc voilà, je pense qu'il y a une nuance à avoir et le problème c'est que le message qui est renvoyé sans cesse aux gens, à la société, aux parents, etc., c'est que réseaux sociaux égale danger, réseaux sociaux égale problème, même si forcément il y a des choses négatives sur les réseaux, je suis la première à le dire, on y vient après, mais il y a beaucoup de choses négatives sur les réseaux, mais il faut pas mettre toute la faute de la mauvaise santé mentale des jeunes sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas le cas en fait. Il y a des choses qui sont bien plus importantes aujourd'hui pour améliorer le bien-être des jeunes et les réseaux sociaux, forcément, faut les réguler, les sécuriser, mais c'est pas le premier facteur qui fait que les jeunes tombent en dépression. Et Miel, toi qui es en contact via ta fondation, mais via aussi toutes les créations de contenu et les interventions que tu peux faire, c'est quoi, sans généraliser, mais c'est quoi le rapport des jeunes qui vont pas bien, qui ont des soucis au niveau de leur santé mentale, leur rapport avec les réseaux, qu'est-ce qu'ils te disent et qu'est-ce qu'ils font remonter auprès de toi ? Nous, ce qu'on voit énormément, du coup, par rapport aux jeunes, c'est que ça leur enlève un peu ce sentiment d'isolement, parce que du coup, ils trouvent des communautés qui leur ressemblent. Alors, que ce soit, par exemple, moi, parce que j'ai pu partager mon histoire, donc forcément, ils se reconnaissent d'une certaine façon dans mon parcours et dans ce que je peux dire et montrer, etc. Mais, je sais pas, des jeunes qui ont vécu de l'inceste, qui vont trouver des associations qui luttent contre l'inceste grâce au réseau, des jeunes qui vivent du harcèlement, qui vont trouver le 3018 grâce aux réseaux sociaux, le numéro contre le harcèlement. Donc, ils y trouvent des ressources. Après, il y a aussi tout cet aspect, justement, on en parlera après sûrement, mais des algorithmes toxiques qui vont les enfermer justement dans cette boucle de négativité parce que quand tu vas chercher le mot suicide, et on va te relancer des contenus qui parlent de suicide en permanence. Donc il y a un peu ces deux aspects-là qui reviennent. Mathieu, tu en parlais, ta fille n'a jamais eu les réseaux sociaux, elle était sur un groupe WhatsApp tout au plus. Toi, quelle vision un petit peu t'as eu ? Est-ce que ça a été au début peut-être un réflexe aussi de percevoir ça comme un coupable idéal, ou est-ce que pas du tout, au contraire, tout de suite, il y a eu d'autres causes qui se sont dégagées ? Non, après, c'est un problème plus large. C'est quelle est la cause générale du mal-être des ados aujourd'hui ? Elle est extrêmement vaste et c'est d'une démagogie assez aberrante que de désigner un coupable. C'est une façon de se dédouaner en disant ça y est, le problème est résolu, et en fait, on met le vrai problème sur la table. De mon point de vue, c'est multifactoriel. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas sociologue, mais les réseaux sociaux, ils sont le reflet du monde dans lequel on vit. Les ados aujourd'hui se construisent dans un monde qui est extrêmement violent, extrêmement anxiogène. On leur demande beaucoup. Rien n'a été fait pour leur faciliter la vie ces dernières années. Il y a plein de choses qui ont été faites pour rendre leur existence compliquée. Vous prenez Parcoursup, par exemple, le contrôle continu pendant 2 ans, c'est un truc qui est extrêmement anxiogène pour beaucoup de jeunes, et on considère que c'est normal. Et tout ce qui va être pris en charge derrière et sans moyens de l'État, ça, on n'en parle pas. Il y a des besoins qui sont gigantesques et on arrive avec la solution miracle, interdisons les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Non, ce n'est pas une solution. Et surtout, ça masque l'énormité du problème. Est-ce que les réseaux ne seraient pas une lampe torche qui vient éclairer des choses qui restaient un petit peu dans le noir ou qui étaient dans les cercles proches d'amis ? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi participé à mettre la santé mentale un peu sur le devant de la scène et à forcer un peu, d'une manière qu'on peut contester, mais les politiques à s'en saisir ? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils s'en saisissent. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on gesticule, et puis on parle surtout toujours à travers des chiffres. Les chiffres, ils ont beau être alarmants, ça reste des chiffres. À un moment, tant qu'on ne parle pas, et c'est aussi le lieu des réseaux sociaux où on parle de ça, où les jeunes parlent, où ils racontent leur expérience, où ils trouvent des gens qui les aident, parce qu'un gamin malade aujourd'hui, il ne peut pas se connecter avec des gens qui vont bien, parce qu'ils ne sont plus dans le même monde. Moi, je vois ma fille, c'était extrêmement compliqué
de se faire comprendre, de faire comprendre son état à d'autres. C'est tout le principe de la paire aidance, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont besoin de trouver des gens qui vivent la même chose qu'eux, parce qu'ils ont le sentiment d'être compris et d'être légitimes dans leur souffrance. Et si on leur enlève ça, qu'est-ce qui leur reste? C'est-à-dire cette solitude qui va encore plus les enfermer dans la maladie. Même par rapport à tout ce qui est politique, etc. Nous, on a pu en rencontrer pas mal, en vrai, ces dernières années, avec tout le travail qu'on fait. Et c'est vrai que c'est sacrément dommage, parce que la santé mentale des jeunes, ça a quand même été nommé grande cause nationale en 2025, reconduite en 2026. Et pourtant, quand on voit ce qui est fait dans le concret, il n'y a vraiment quasiment rien. Et on était même avec Emmanuel Macron en juillet dernier. Et c'est vrai que c'est extrêmement dommage, tous les engagements qui sont pris, mais qui, dans les faits, n'aboutissent absolument jamais. Et c'est vrai que je pense qu'ils se saisissent vraiment de ces sujets-là un peu pour faire de la com, hein, en vrai. Parce que ça fait du bruit, parce que ça fait parler, parce que voilà, il y a plein de discours qui sont faits autour de tout ça. Et donc, je trouve ça vachement dommage. Et puis c'est une façon de rassurer à bas coût, c'est-à-dire à dire voilà, ça coûte pas cher, ça rassure les gens soi-disant, ils se disent ça y est, mes enfants sont protégés, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est du mensonge. C'est ça le problème. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, la santé mentale des jeunes, c'est quand même très cher, hein. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Ça a un coût déjà humain qui est énorme, parce qu'un jeune qui va se suicider, un jeune qui va tomber en dépression, c'est un jeune qui va être pas bien. C'est des parents qui vont être pas bien parce que leur jeune n'est pas bien. Mais le coût financier aussi est énorme. Et c'est vrai que il devrait s'axer sur la prévention, sur tous ces sujets-là, sur l'éducation par rapport au numérique, éduquer les jeunes au numérique, aux bonnes pratiques, aux bons usages, etc. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui est fait, quoi. On va y venir, c'est ce sujet, à mon avis, de l'éducation au niveau des réseaux. Quand on a préparé cette table ronde, cette discussion, Mathieu, tu comparais un petit peu les réseaux à un outil dont il faut savoir se servir plutôt que de l'interdire. Tu peux un peu développer cette idée-là ? C'est comme tout, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais vous prenez un marteau, c'est pareil. Est-ce qu'on va interdire un marteau parce qu'il y a des gens qui se tapent le doigt avec? Non, il faut que ce soit bien utilisé, et surtout, évidemment, il faut qu'il y ait une notice avec le marteau. Et là, je suis entièrement d'accord. Il faut absolument éduquer les enfants, parce que c'est un milieu quand même qui peut être hostile, qui peut être dangereux, mais qui peut aussi sauver des gens. Moi, ma fille, la police a débarqué un soir parce qu'elle avait donné des intentions suicidaires sur un forum. Alors bon, ça peut dire c'est les réseaux sociaux au sens large, hein. Mais toujours est-il que la police est arrivée chez nous grâce à ça. Voilà. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Internet, il n'y aurait pas eu ce forum, elle ne serait plus là. Donc voilà, je pense que ça dit assez clairement les choses. Mais je ne sais plus quel était exactement le sens de votre question. C'était totalement ce sens-là. Alors, juste un autre truc, parce que je trouve que ça intéressant, c'est qu'on a tendance à dire réseaux sociaux égale jeunesse égale danger. Mais j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps où un chercheur disait aujourd'hui un vrai danger, qui est un vrai danger de démocratie par exemple, c'est les réseaux sociaux chez les personnes âgées qui votent et qui subissent de la désinformation H24. Donc il faut arrêter de faire toujours ce rapprochement jeunesse égale réseaux sociaux, parce qu'en fait on les prend un peu pour des idiots, les jeunes. T'as ce sentiment aussi ? Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est un peu vous êtes trop cons pour comprendre, donc on va tout vous interdire. C'est un peu ça les discours. Après, nous, on essaye de comprendre quand même le point de vue des députés, etc., par rapport à cette loi. Encore tout à l'heure, on était avec Laure Miller, qui du coup porte la loi d'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que nous, on espère justement qu'il y aurait des choses après, parce que bon, tant qu'à faire, s'il y a l'interdiction, même par rapport aux lois européennes, etc., le contrôle d'âge, ça colle pas trop, mais qu'il y ait des choses à côté, parce que tu enlèves les réseaux à des jeunes au moins de 15 ans, qu'est-ce qu'on leur donne à la place, en fait? Faut pas croire qu'ils vont ouvrir leurs bouquins et commencer à lire des livres dans leur chambre, quoi. Il faut pas croire qu'ils vont se laisser faire par une interdiction. Enfin, Ouais, on a tous eu 15 ans. Voilà, c'est le principe de l'adolescence. Hein. Moi, je jouais avec ma console, avec le fil de la raclette, parce qu'on m'avait confisqué le fil. Bon, j'avais trouvé la solution. Les gamins vont trouver des solutions. Ils vont utiliser des VPN ou je ne sais quoi. Mais c'est complètement vain de penser que ça va résoudre quoi que ce soit, et surtout que ça va être applicable. C'est ça. Et puis même ce que vous disiez par rapport aux adultes aussi, les personnes âgées, etc., sur les réseaux, moi, de ce que je vois en tant que jeune qui poste, qui est créatrice, etc., les pires utilisateurs des réseaux sociaux, ce sont les adultes. Hein. Franchement, ce ne sont pas les jeunes. Les adultes, moi, quand je passe sur des plateaux télé, etc., et qui relaient sur Internet, toutes les critiques antisémites, toutes les insultes, les pavés comme ça qui disent que par A plus Z, vu que je suis juive, c'est pas bien, etc. Enfin, c'est chaud, hein, c'est grave. Alors que les jeunes,
pas forcément, bon, je fais pas une charité, hein, il y en a, voilà, mais c'est pas forcément comme ça. Donc je pense qu'en vrai, il y a de l'éducation chez les jeunes, mais il y a aussi beaucoup d'éducation chez les parents et chez les adultes. Et justement, toi, avec ton statut de créatrice de contenu, avec cette fondation et cette application, quel est le rôle que tu essayes d'avoir auprès de ces jeunes dans la communication et notamment la communication via les réseaux sociaux sur cette thématique de la santé mentale? Bah, moi, sur tous ces sujets-là, j'essaie toujours de donner des conseils, parce que du coup, on crée beaucoup de contenus bah, qui sont assez pros, avec des professionnels, etc. Pour Link, du coup, sur les réseaux de Link. On va parler, je sais pas, de dépression, de comment demander de l'aide à un parent, comment dire que ça va pas, comment consulter un psy. C'est quoi une dépression déjà, c'est quoi, enfin, un peu parler de tous ces sujets-là pour essayer de leur donner un maximum de clés. Après, on le fait de façon, bah, c'est un peu bizarre de dire ça, mais jeune, on va dire. Enfin, c'est des contenus qui sont hyper accessibles. On vulgarise un peu la santé mentale et tous ces sujets-là pour que tout le monde comprenne, en fait, soit à large échelle, à grande échelle. Mais donc voilà, on essaye vraiment de leur donner les clés pour qu'ils comprennent au mieux tous les sujets autour de la santé mentale et qu'ils puissent bah, se sentir à l'aise de parler de ça, que ce soit avec voilà, leurs parents, des adultes de confiance. Nous, on essaye toujours de les réorienter quand ils disent que ça ne va pas, etc., qu'ils ont des gros problèmes, de parler à leurs parents, ou si c'est les parents le problème, parce que des fois c'est le cas, de parler à d'autres adultes qui pourront les accompagner et les aider. Parce que voilà, ce lien, il est clé en fait aujourd'hui pour le bien-être des jeunes. On l'a beaucoup négligé, je pense. Aujourd'hui, je vais vous demander à n'importe quel parent d'adolescent, je pense qu'il vous dira que la communication, elle peut être difficile, quoi, pour parler d'émotions, de sentiments, de ce qui va pas ou de ce qui va ou peu importe. Et donc, pour nous, la clé, c'est vraiment qu'un jeune, quand il grandisse, quand il se construise, quand il soit en construction, qu'il puisse s'appuyer sur ses repères, donc ses parents dans le meilleur des cas, parce que bah, voilà, c'est essentiel pour qu'il soit bien, quoi. De ce que je comprends, les réseaux, tu les utilises aussi comme un terrain d'expression, de communication. Quels sont les retours un petit peu que tu peux avoir sur ces thématiques-là, justement, parce que c'est ce que permet un post sur Insta, un post sur TikTok, c'est d'avoir des commentaires, c'est d'avoir des messages ensuite. C'est quoi la nature un petit peu? Est-ce que tu sens que ça a un vrai impact sur ces jeunes? Bah, c'est vrai que j'ai réalisé ça il y a peut-être un an. J'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai que mes contenus, ils avaient vraiment un impact sur la vie des gens, sur certains en tout cas. Et c'est vrai que dans les messages que je peux recevoir, bah, il y en a beaucoup qui nous remercient pour ce qu'on fait. Bon, je reste humble hein, quand même. On a listé les numéros d'urgence et eux, ils peuvent rajouter leurs contacts. Et bref, elle nous a envoyé un message pour nous dire bah, merci parce que j'ai fait une tentative de suicide. Et de base, j'allais rien faire. Puis j'ai ouvert Link et j'ai appelé le 112 grâce à vous. Et si c'était pas dans Link, j'aurais pas appelé le 112. Et on s'est dit, waouh, en fait, ça change vraiment la vie de certains pour le coup. Donc, nous, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est un impact qui est vraiment positif en fait. Ça nous amène, à mon avis, au deuxième point, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une vision géographique un peu des réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des vrais soucis vis-à-vis des réseaux, et je pense que c'est important aussi de les évoquer, parce que là, on a parlé de l'impact positif, du fait que c'est un outil qui peut aider l'expression, mais c'est aussi un outil qui peut enfermer, Mathieu. Après, c'est tout le problème de l'algorithme qui va, sur certains sujets, avoir tendance à faire rentrer les contenus dans un tunnel et à projeter sans arrêt, des contenus sur un même thème à des gamins qui sont très perméables à ce genre d'informations. Moi, j'ai des amis de ma fille, par exemple, qui ont des problèmes d'anorexie et sans arrêt, ça va être des contenus de jeunes femmes qui ne sont jamais assez minces, jamais assez maigres, voire même de l'incitation. Parfois, c'est des contenus qui sont véritablement dangereux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, alors là aussi, je ne suis pas technicien et tout ça, mais j'ai l'impression que il y a moyen d'orienter des algorithmes. Ils existent, ils sont capables d'orienter vers une sorte d'information. On pourrait les rerouter vers une autre. À partir du moment où on voit qu'un enfant se pose des questions sur un thème, qu'est-ce qui empêcherait l'algorithme de proposer des contenus de prévention ? Et ça, on peut légiférer là-dessus. Enfin, je veux dire, on a un rôle, ça ne paraît pas très complexe à faire. C'est quoi, toi, ton regard un petit peu sur cette thématique-là et sur ces biais algorithmiques qui ont un nom, hein, d'ailleurs, ça s'appelle l'effet rabbit hole, je crois. C'est l'effet d'enfermer un petit peu des jeunes qui vont mal dans des thématiques qui peuvent être dangereuses pour eux. Bah, c'est ça, c'est que le sujet, c'est que quand un jeune est déjà fragile de base, donc qui a des sujets avec la nourriture, qui a des sujets avec le suicide, la dépression, la scarification, peu importe, et qui va aller sur TikTok ou Insta ou quelle plateforme, je sais pas, mais qui va aller dessus, en fait, lui,
forcément, il va être intéressé par ces sujets-là parce qu'il le vit lui-même. Sauf que les réseaux, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est pour le capter encore plus longtemps, je vais lui pousser en boucle ce genre de contenu. Et donc, ça l'enferme dans un truc hyper négatif. Et même moi, je l'ai vu pendant des années. Je sais pas, toute la journée, j'avais des contenus assez marrants, assez drôles, assez cool. Et puis, venait 21h, la nuit tombée, j'avais que des trucs sur le suicide, l'automutilation, etc. Et moi, je le voyais, ça n'avait pas du tout un impact positif sur moi, c'est paraît plutôt logique. Mais donc, ouais, les algorithmes toxiques, honnêtement, ils peuvent être hyper néfastes. Ça peut être vraiment dangereux pour certains jeunes. Et il faudrait absolument les réguler. Quand un jeune fait des recherches sur tout ce qui est troubles alimentaires, ou même qui cherche comment perdre 10 kilos en une semaine, il ne faut pas être... faut pas avoir un super QI pour comprendre qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème par rapport à l'image de son corps, par rapport à la nourriture, etc. Et lui pousser des contenus de prévention, au-delà de lui pousser des contenus qui vont l'enfoncer encore plus dans son problème. Et ça, c'est la responsabilité des plateformes à 1000% pour réguler ces algorithmes. Après, je sais qu'il y a des plateformes qui sont ouvertes justement à ces sujets-là pour améliorer les choses, d'autres qui le sont un peu moins, mais il faut continuer à pousser dans ce sens-là parce que les algorithmes toxiques, c'est vraiment hyper destructeur pour un jeune. Et l'un des autres aspects qui semble dangereux avec les réseaux sociaux, c'est le fait qu'ils ont rendu perméable un petit peu, perméable des milieux qui ne l'étaient pas forcément. C'est-à-dire que quand on subissait du harcèlement scolaire, par exemple, et qu'on rentrait chez soi, il y avait une sorte de bulle qui se créait. Aujourd'hui, on peut recevoir des messages sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, via du coup les réseaux, et le harcèlement se transforme en cyberharcèlement et se poursuit quand on rentre. Ça, c'est un des aspects aussi qu'il faudrait réussir à pouvoir contrôler. Ouais, après, c'est aussi être capable de se contrôler soi-même. Mais là, on parle des jeunes, mais c'est un truc dans la société en général. C'est-à-dire que moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, ce que vivent les ados d'aujourd'hui, se construire dans un monde ultra connecté, c'est la première génération qui doit faire face à ce défi. Et en plus, ils sont élevés par des gens qui n'ont aucune connaissance de ce défi parce qu'ils ont été ados à une période qui n'avait rien à voir. Donc moi, en tant que parent, je dois être capable d'élever mon enfant dans un monde que je ne connais pas. Je sais que c'est potentiellement une jungle, mais je n'en connais pas forcément bien les dangers. Et c'est un défi qui est très complexe parce que c'est un inconnu et on ne peut pas se mettre à leur place. Aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être la seule personne de 18 ans dans cette pièce et vous êtes la seule à savoir ce que c'est que la vie d'une personne de 18 ans en 2026. Je pense bien. Voilà. Et nous, on n'a aucune idée, tous autant qu'on est. Et pourtant, on est capable, il y a des gens qui sont capables, qui n'ont pas l'humilité par rapport à ça, de dire on va trouver des solutions, on sait quoi faire, on sait quoi faire. Mais la vérité, c'est que toute notre vie a été bouleversée en l'espace de peu de temps, que nous, en tout cas à mon âge, on a eu le temps de s'y adapter parce que ça a été très progressif. Mais globalement, notre expérience, là on va partir dans de la philosophie, mais notre expérience globale de la vie a radicalement changé en 20 ans. On ne se rencontre plus pareil, on travaille plus pareil, on ne consomme plus pareil, on ne se divertit plus pareil. Toute l'expérience a changé. Et on doit élever nos enfants là-dedans. Voilà. Tu partages un petit peu ce point de décalage un peu générationnel qui peut exister vis-à-vis des réseaux sociaux, mais de manière aussi plus globale? Complètement, je pense qu'aujourd'hui, les adultes en général n'ont pas forcément tous la connaissance justement même de c'est quoi la différence entre Snapchat et Instagram. C'est quoi les usages, pourquoi est-ce qu'on utilise Snap à un moment, Insta à un autre, TikTok à un autre, YouTube encore à un autre. Honnêtement, je pense que la majorité des parents connaissent pas forcément tout cet univers-là et en vrai, on peut pas leur en vouloir. Dans un premier temps, eux, ils n'ont jamais grandi avec. Donc forcément, c'est tout nouveau, faut s'y intéresser, c'est du numérique, c'est large quand même. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Quand on grandit pas avec, c'est moins évident, je pense, de tout comprendre. Et forcément, personne, je pense, ne pourra tout comprendre même un jour. Mais donc, ouais, il y a cet écart générationnel qui s'est créé vu que y a eu toute cette différence en termes de vie au quotidien. Moi, je pense que j'ai pas du tout grandi comme mon père, par exemple, il a grandi, ou comme ma mère, ou peu importe. Mais après, je pense que c'est aussi le rôle des parents de s'y intéresser, d'essayer de comprendre au moins un petit peu, voilà, de pas que diaboliser en fait le téléphone. Parce que souvent, vous savez, on entend les trucs, ouais, si t'as mal au ventre, c'est à cause de ton téléphone. Si t'es fatigué, c'est à cause de ça, à cause de ci. Ok, mais intéressant en fait à ce que je fais. Viens voir mon monde, découvre.
Donc, au lieu de tout le temps diaboliser, il faudrait, je pense, s'intéresser au moins un petit peu. Après, je dis pas, il y a des parents qui n'ont pas le temps, qui travaillent, les mamans solo, etc. C'est compliqué, je dis pas. Mais au moins d'essayer un tout petit peu de creuser, de voir ce que c'est, comprendre pourquoi est-ce qu'en fait on passe notre temps sur notre téléphone, qu'est-ce qu'on y trouve. Est-ce que ça se trouve, je suis au téléphone moi avec mes copines pendant 2 heures le soir et tout. Et en fait, je crée des liens avec mes potes. Donc, c'est juste une autre manière justement de vivre au quotidien, comme vous l'avez dit. Je suis d'accord. On passait beaucoup de temps au téléphone avec les amis. Hein. Ouais, mais nous, justement, on le fait sur les réseaux. Sauf que vu qu'on diabolise sans cesse les réseaux sociaux, vous le faisiez, non, je sais pas, avec un téléphone déjà. Avec un fil. Ouais, avec un fil, Avec exact. un fil. Avec un fil, avec le téléphone, ouais. Nous, c'est pas Papa comme qui ça. disait j'ai justement. besoin de passer un coup de fil, tu raccroches maintenant. Ouais, voilà. On voit cet écart Mais donc- générationnel qui se Oui, crée. mais là. donc, au final, Peu on de fait temps la quand même même, j'ai quand même la naïveté de croire que nous ne sommes pas si éloignés. chose. Non. Mais oui, en très peu de temps. Non, mais c'est ça, c'est que. Voilà. Et mais du coup, je fais exactement la même chose que vous. Simplement, moi, on va me dire c'est pas bien, t'es sur les réseaux, alors qu'en fait, je suis juste au tel en train de sociabiliser avec mes potes pendant 2 heures. Donc, il y a aussi ce truc de s'intéresser, de comprendre ce qu'on fait. Et je veux revenir par rapport à ce que vous disiez sur le cyberharcèlement, par exemple, aussi. Faut pas oublier quelque chose, c'est que la majorité du cyberharcèlement se passe sur WhatsApp. Donc, c'est entre personnes qui se connaissent. Et donc, le problème premier n'est pas forcément les réseaux sociaux en tant que tels, c'est le comportement justement des jeunes qui se connaissent entre eux. Parce qu'il y en a un qui va se dire ah c'est marrant, je vais envoyer une insulte sur le groupe et tout, je vais insulter un tel ou un tel, et sans se rendre compte en fait, je pense, de la portée du truc, et parce qu'il y en a un autre et un autre et un autre et un autre qui a fait la même chose, etc. Et ça devient justement du cyberharcèlement. Et je pense que ces jeunes-là, faut les éduquer, mais le problème c'est que vu que c'est sur les réseaux, il n'y a aucune sanction qui est mise, vu que c'est souvent dans des cercles privés de gens qui se connaissent. Ces jeunes qui cyberharcèlent n'ont aucune sanction. Et ça devrait être changé, quoi. Je sais pas, tu insultes un camarade de classe, pendant 15 jours, t'as pas le droit d'utiliser les réseaux. C'est bloqué. Et là, je pense qu'ils vont bien comprendre. Mais c'est vrai que pour en revenir à la perméabilité, c'est vrai que moi, à mon époque, j'ai l'impression de faire le vieux du plateau, mais en tout cas, c'est vrai que quand on rentrait à la maison, on était dans un lieu protégé, c'est-à-dire que le monde extérieur était beaucoup moins perméable. Mais perméable non seulement aux réseaux sociaux et à la société, mais aussi aux informations en général. C'est-à-dire que d'un seul coup, on laissait le monde extérieur, la politique, l'état du monde dehors, et on était chez nous et on était un peu protégé. Là, aujourd'hui, tout est devenu perméable parce que on est sans arrêt bombardé d'informations, et pas que les jeunes, nous aussi. C'est-à-dire, quand vous avez votre téléphone qui vous dit toutes les 2 secondes que Trump a dit n'importe quoi et qu'il va faire sauter la planète, ça ne vous met pas dans un état de santé mentale extrêmement sain. Et c'est ce côté, je trouve, sanctuaire de la maison qui est un petit peu perdu. Et là, il y a un danger. Mais du coup, ce qui se rejoint, c'est que plutôt qu'une interdiction, c'est vraiment de l'éducation pour les parents, de l'éducation pour les plus jeunes, de savoir s'en servir et d'avoir un usage raisonné des réseaux sociaux. C'est l'éducation. Après, il y a quand même de la régulation à faire, je pense, sur les plateformes, parce que, comme on disait, les algorithmes toxiques qui sont catastrophiques, il faut absolument les réguler. Mais oui, je pense que l'éducation primera dans tous les cas, parce que interdire, en fait, les jeunes vont juste contourner. Enfin, ils sont pas débiles, les jeunes, quoi. Ils peuvent mettre un VPN, ils vont aller sur des plateformes qui sont encore moins sécurisées, encore moins safe. Ils vont tomber sur des contenus encore plus violents, encore plus dégradants. Donc, je pense qu'au lieu d'aller contre cet outil, vaut mieux avancer avec, essayer de les réguler au maximum, essayer d'en faire un espace sain en fait pour les jeunes. Ouais, je suis d'accord, mais j'irais plus loin. Je pense que c'est pas que les jeunes. Il faudrait réguler aussi parce que les réseaux sociaux sont un lieu de danger pour la désinformation, pour tout un tas de choses, et pas que pour un problème de santé mentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un outil extrêmement puissant qui est vecteur d'énormément de fausses informations, et ça, c'est extrêmement nocif et pour tout le monde. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus parce qu'on arrive au bout du temps. C'est un sujet très large qui était difficile d'évoquer en 30 minutes parce qu'il y a plein de ramifications, il y a plein de choses qui sont différentes, mais j'invite ceux qui nous écoutent à vraiment aller jeter un œil à votre ouvrage, Le Passage, qui est très bien écrit, qui est très bien illustré et qui, je trouve, donne une vision vraiment hyper intéressante. Et puis aussi à télécharger le link pour peut-être se rendre compte et avoir quelques conseils en termes de santé mentale. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.